Bonjour, il nous fait très plaisir d'accueillir Lise Langlois de l'Obvia et François Laviolette de l'Université Laval pour cette prochaine présentation, dont le titre est La place et le rôle de l'interdisciplinarité dans la construction de nouvelles connaissances en IA et numérique, l'exemple du comité Covid-19 Obvia. Avant de leur laisser la place, je me présente, je m'appelle Barbara Decelle et je suis la conseillère à la recherche en santé chez Ivado. Je serai la modératrice de cette présentation. Quelques mots pour faciliter le déroulement de cette présentation. Donc, comme aujourd'hui les présentations s'enchaînent très rapidement, je serai la maîtresse du temps et je vais vous indiquer s'il reste 2 minutes ou si le temps est dépassé, et enfin si c'est le moment de poser la dernière question. Pour les questions, il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme. En revanche, vous pouvez utiliser l'onglet clé questions de la boîte de dialogue sur le côté droit de votre écran. Enfin, les présentations sont enregistrées, ce qui vous permettra de suivre celles auxquelles vous n'avez pas pu assister. Laissez-moi maintenant vous présenter notre conférencier, professeur Laviolette, et notre conférencière, Madame Lise Langlois. François Laviolette est directeur fondateur du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Ses recherches portent sur l'intelligence artificielle. Le professeur Laviolette a également développé une solide expertise en bioinformatique. Dans ce domaine, il a travaillé sur des intelligences artificielles interprétables. Il est titulaire de 2 chaires de recherche en intelligence artificielle, CRSNG et ICRA ou CIFAR. Il est le directeur scientifique du côté canadien du projet de recherche majeur, le projet DEAL, qui vise à développer des intelligences artificielles interprétables, robustes et certifiables. Il est membre associé du MILA et du comité d'experts en IA de l'Obvia. À présent, je vais vous présenter Madame Lise Langlois. Lise Langlois est directrice générale de l'Obvia. Elle est aussi directrice de l'Institut d'éthique appliquée, IDEA, de l'Université Laval depuis 2016. La professeure est une chercheure régulière du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du travail, CRIMT. Elle est aussi chercheure au Centre Vitam et à l'Institut d'intelligence des données. Ses travaux portent sur la décision éthique et la formalisation de l'éthique dans les pratiques et les systèmes. Elle a reçu en octobre 2018 le Wheeler Award of Excellence pour la nature exceptionnelle de sa contribution scientifique dans le domaine théorique et pratique sur le raisonnement éthique et la prise de décision. Professeur Laviolette, professeur Langlois, je vous laisse à présent prendre la parole. Merci beaucoup, Barbara. Lise, Merci. je te donne la parole. Parfait. Donc, merci. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on va vous parler de l'interdisciplinarité. C'est un peu le but aujourd'hui, de vous donner un exemple sur le fonctionnement de cette discipline-là, cet aspect-là au sein de l'Observatoire et de partager avec vous quelques observations. Donc, qu'est-ce que l'Observatoire? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 9 universités, 9 cégeps qui regroupent 240 chercheurs. C'est piloté par l'Université Laval parce que présentement, je suis la chercheure principale. On a démarré en janvier 2019. Vous voyez à l'écran les multiples partenaires des universités et des cégeps qui sont impliqués au sein de l'Obvia. Nous avons une mission, la prochaine diapo. La mission de l'Observatoire, c'est vraiment de faire, ça se fonde, sur une interrogation critique des innovations technologiques. On désire soulever les enjeux cruciaux pour identifier des solutions plausibles aux problèmes et opportunités posées par les développements de l'IA et du numérique au Québec et dans le monde. Le but des chercheurs impliqués au sein de l'Obvia, c'est vraiment de définir le bien commun qui devrait être poursuivi par ces innovations en produisant effectivement des connaissances publiques sur les modalités de conception et d'utilisation responsable de l'IA dans la société, mais en même temps, tout en interpellant les institutions démocratiques. Nous sommes financés par le FRQ-SC depuis 2019. Notre raison d'être, parce qu'on s'est donné cette raison-là, de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par le concept d'innovation responsable.
Donc, l'OBIA regroupe plusieurs partenaires. Vous en avez un bref aperçu ici. Évidemment, on a des centres ou des groupements de recherche qui sont impliqués avec nous depuis le début de l'Observatoire. On a ici un exemple d'acteurs publics ou parapublics avec qui on travaille de près. On a aussi des entreprises ou des regroupements d'entreprises qui sont impliqués, des partenaires internationaux et aussi des organisations de la société civile. Pour nous, c'était important d'avoir toutes ces parties prenantes-là dans les projets que nous menons au sein de l'Observatoire. Et comme aujourd'hui, pour vous illustrer justement un exemple de ce partenariat-là, nous avons fait un projet dans lequel nous avons impliqué le CRDM et je vais passer la parole à François. Merci, Lise. Effectivement, si on fait un peu l'histoire, l'historique de l'OBIA, on se souvient probablement tous de le travail important qu'on a fait, l'ensemble des chercheurs de toutes sortes de domaines au niveau de la Déclaration de Montréal. On s'est rendu compte que la technologie de l'intelligence artificielle devenait une technologie très, en anglais, disruptive, donc avec beaucoup de possibilités d'application et avec beaucoup de possibilités de dérive. Et donc, la Déclaration de Montréal est née d'un besoin de réfléchir sur comment on devrait faire correctement le développement. C'était un maillage d'idées qui a été fait, entre autres, beaucoup à Livado, au MILA, mais également le CRDM, donc de l'Université Laval, a joué un rôle important là-dedans. Et le BIA, c'est le bébé, si on veut, de cette initiative-là. On a fait une déclaration de Montréal qui a placé les principes. À nous de voir maintenant comment ces principes-là se heurtent à la réalité. Et c'est la grande mission de l'OBIA. CRDM est très content d'avoir été dans les premiers à pousser la création de cet organisme-là. Je fais vite un petit rappel du CRDM. Donc, c'est un partenaire académique de Livado depuis le tout début. Et puis, grosso modo, on se concentre sur 3 grands thèmes de recherche. Ce sont vraiment un regroupement de chercheurs. On est à peu près 55 chercheurs seniors, puis environ 200 étudiants gradués. On a 3 thèmes importants sur lesquels on se concentre. La bioinformatique, le développement d'algorithmes basés sur des données non partiellement structurées, mais également, et c'est là qu'on a le lien très fort avec Livado, toutes les notions de confidentialité des données, d'éthique, d'acceptabilité sociale. Et donc, ce qu'on essaie de faire donc à l'intérieur de Livado, c'est qu'on essaie d'avoir une préoccupation pour l'innovation responsable. Je vous fais une petite histoire. Quand moi, je suis un chercheur en intelligence artificielle de la préhistoire. Donc, d'avant que l'intelligence artificielle soit à ce point à l'avant-scène. Et au début, mon intérêt à moi, c'était de créer des algorithmes qui étaient les plus performants possibles. Je voulais améliorer la performance, la qualité de prédiction de mes algorithmes. Et tranquillement, au fur et à mesure que la technologie a pris son envol, on s'est rendu compte que c'est pas que ça l'important. OK, l'important, c'est également de dire, attention, nous avons une innovation responsable à avoir. Et pour ça, on a nous, les scientifiques de l'intelligence artificielle, on n'est pas suffisamment équipés pour pouvoir faire correctement un débroussaillage éthique et on avait besoin justement d'aller chercher le support de toutes sortes de disciplines et c'est à l'intérieur de l'OBIA. Et en gros, qu'on a réussi à faire cette chose-là. Et peut-être, je te passe la main. Oui, merci François. Donc, notre sujet aujourd'hui porte sur l'interdisciplinarité. J'ai mis ici une citation de Cédric Villani. Vous savez que c'est un chercheur qui a été en charge du rapport pour le président Macron. Donc, il dit ici, l'intelligence artificielle se diffuse dans l'ensemble des domaines scientifiques. Donc, on voit bien la dimension de transversalité. C'est pour ça qu'au sein de l'OBIA, on a 8 thématiques de recherche et l'intelligence artificielle fait partie de ces
ces domaines-là, mais de façon transversale. Donc, on s'est bien sûr rendu compte que le travail disciplinaire pouvait servir de base, mais on rencontre vraiment une limite importante en intelligence artificielle et en numérique. J'ai pris cette citation-là d'Edgar Morin qui dit que l'interdisciplinarité s'impose si l'on veut mettre fin au découpage des disciplines qui rend incapable de saisir ce qui est tissé ensemble, c'est-à-dire le sens originel du terme se réfère à la complexité. Et combien de fois j'ai entendu les chercheurs en intelligence artificielle, c'est difficile pour nous d'expliquer parce qu'il y a un degré de complexité assez important et le fait de rester dans notre discipline crée des murs plutôt que des ponts. Et c'est pour cette raison que pour nous, le travail interdisciplinaire est au cœur de nos travaux au sein de l'Observatoire. La prochaine diapositive, c'est une citation de Alain Bernstein, le président de CIFAR. Et je me disais, étant donné la complexité que nous vivons, juste par exemple la pandémie puis le COVID-19, on n'a pas fini de rencontrer ce type d'enjeu avec des éléments de complexité de plus en plus importants. Et donc ici, Alan Bernstein disait que la science et la collaboration mondiale représentent l'humanité à son meilleur. Des enjeux mondiaux comme l'éclosion virale actuelle, les changements climatiques et la montée du populisme soulignent à quel point il est important de rassembler les plus éminents scientifiques du monde en transcendant justement les disciplines et nationalités pour vraiment se concentrer sur les enjeux et de trouver des solutions. Donc, je trouvais que cette citation était tout à fait pertinente dans le contexte de notre présentation d'aujourd'hui. La prochaine diapositive parle d'interdisciplinarité, puis je me dis, on peut bien s'en parler sans arrêt, mais si on ne la définit pas, cette interdisciplinarité, on va rester encore en dialogue de sourds. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que oui, on en parle beaucoup de l'interdisciplinarité. Moi, depuis que je suis chercheur, depuis 2002, je suis chercheur, c'était toujours très présent en sciences sociales, ce mot-là. Mais dans les faits, ce que je voyais comme chercheur, puis ce que je voyais aussi avec mes collègues, c'était souvent qu'il y avait une discipline maîtresse qui associait 2 ou 3 autres disciplines, mais sans véritable travail d'intégration. Et puis là, on se donnait bonne conscience, entre guillemets, en disant, ben oui, moi, je fais de l'interdisciplinarité. Alors, je trouve qu'il faut faire attention parce que, à mon avis, c'est une espèce de bricolage qui ne reflète pas la force de ce concept. Et là, je cite quelques auteurs ici. Donc, on dit que l'interdisciplinarité, c'est la mise en relation. Donc, la mise en relation, c'est pas un mot n'importe comment, c'est on se met en relation d'au moins 2 disciplines en vue d'élaborer, et c'est ça le cœur, à mon avis, puis c'est capital, une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique. Voyez-vous, le bricolage dont je soulignais au départ, je ne suis pas dans la représentation originale. Je mets des morceaux pour enrichir ma discipline qui est supérieure aux autres. Alors, c'est pas du tout un travail en interdisciplinarité. L'autre aspect qui est important ici, on dit que l'interdisciplinarité doit se comprendre comme l'utilisation, l'association et la coordination des disciplines appropriées dans une approche intégrée des problèmes. Et ici, je veux attirer votre attention sur le fait que quand on travaille en interdisciplinarité, c'est une négociation qu'on doit faire entre les disciplines dans le but de résoudre un problème qui n'est pas exclusif à une discipline. Alors ici, il faut quand même avoir un esprit assez ouvert parce qu'on peut penser, par exemple, qu'il y a un problème puis que c'est le problème de l'intelligence artificielle. Mais si les différents chercheurs en intelligence artificielle commencent à travailler dans cet esprit-là de négociation avec les autres disciplines, eh bien, c'est ça qui va être intéressant. Ça va être ce choc d'idées-là qui va faire en sorte qu'on va apporter une représentation originale. L'Institut canadien de recherche avancée, je te laisse la parole, François, après, oui, parce que le temps file, dit que c'est un processus dans lequel on développe une capacité d'analyse et de synthèse à partir de plusieurs disciplines. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la finalité, c'est l'intégration des processus d'apprentissage et l'intégration
des savoirs qui en résultent, en favorisant bien sûr la mobilisation de ceux-ci et leur application dans des situations réelles. Et quand on travaille dans l'optique de cette finalité-là, ben c'est ici encore une fois ce que Lenoir dit à la toute fin, c'est que la question du sens est centrale et il doit y avoir un ancrage dans le réel. Là, j'ai pris beaucoup de temps. Je pense qu'il faut avancer vite parce qu'il nous reste 5 minutes. Je pense qu'il est important quand même cette acétate-là, puis peut-être rajouter un petit peu le fait que l'intelligence artificielle se basant sur les données essentiellement a une nature facilement liée à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les problèmes viennent des autres disciplines qui vont colliger des données, ils vont nous les apporter. On a à réfléchir en fonction de leur compréhension des problèmes et non pas de la compréhension nécessairement algorithmique qu'on a en intelligence artificielle. Ce qui implique la chose suivante, et moi je l'ai vécu beaucoup dans les 10 dernières années, ça nous implique à apprendre à être bilingue puis trilingue. Parce qu'on parle pas le même langage, on ne s'intéresse pas nécessairement aux mêmes aspects et le même mot n'a pas la même signification. Et c'est là que ça devient super intéressant, en fait, de vraiment comprendre comment la transdisciplinarité peut fonctionner. Puis, effectivement, de mon point de vue, ce qui arrive, donc, c'est qu'il y a toute une réflexion du bien commun qu'on a besoin d'essayer de construire. Et ce n'est plus uniquement François Laviolette qui a un ensemble de données sur lesquelles il travaille puis qui essaye de fabriquer un algorithme ou quoi que ce soit. Il y a toute une étape de participation puis d'échange avec d'autres disciplines qui vont enrichir le travail qu'on fait. Donc, la première chose, par exemple, c'est on doit comprendre les risques, les conséquences attendues ou inattendues de l'innovation. Puis c'est très surprenant, on s'y attend pas au départ. Les fameux, on a un petit exemple plus tard qu'on va parler des technologies donc de suivi par rapport à la COVID, des choses comme ça. Ça avait plein d'impacts que nous, les gens en intelligence artificielle, on n'avait pas complètement saisi. Il faut vraiment être capable de travailler avec d'autres pour comprendre cette chose-là. Ça nous donne donc un souci éthique que moi, en tout cas, j'avais pas il y a 10 ans, ou qui était normand, si vous voulez. Et puis, l'idée d'avoir une délibération citoyenne, c'est quelque chose que j'avais pas pensé à cette époque-là. C'est devenu maintenant extrêmement important, surtout lorsqu'on travaille à faire des algorithmes qui sont dans un contexte effectivement d'une transdisciplinarité, en particulier si les données sont sensibles. Puis finalement, le dernier point qui est important aussi de comprendre, c'est que si on veut que tout ça se fonctionne bien et s'intègre bien dans un contexte de mieux viser le bien commun, ça prend également ce qu'on appelle de l'agilité. C'est-à-dire, il faut que l'équipe transdisciplinaire puisse s'agrandir aux besoins et être capable d'aller chercher des réflexions le plus rapidement possible qui nous permettent de mieux comprendre comment l'innovation peut avoir un impact sur la société puis comment elle devrait se déployer. Donc, je te laisse là-dessus. Donc, un exemple qu'on a fait concernant justement cette agilité-là, quand est arrivé COVID-19 au mois de mars, on a tout de suite formé un SWAT team qu'on appelle une petite équipe agile et on a appelé ça de façon très originale le comité COVID-19 qui était composé de 16 à 20 chercheurs qui venaient de disciplines variées. Vous en avez un petit exemple ici. Et tout de suite, on n'avait pas d'idées préconçues, on n'avait pas un plan de travail tout fait et on s'est attaqué à différents problèmes. Donc, peut-être rapidement, François, parce qu'il reste 2 minutes, je crois, de parler du comité COVID. Puis... oui, bien, une des premières choses qu'on a faites, effectivement, c'est donc les applications de notification de contact. On les a rapidement essayé de les analyser puis de voir comment ça avait un impact sur la société. Puis il y a quelque chose qui m'a extrêmement surpris. Mais dans le fond, c'est que s'il n'y a pas l'acceptabilité sociale, les problèmes de notification de contact, ça ne marchera jamais parce que les gens ne vont pas le mettre directement sur leur téléphone. Mais en même temps, ça te prend toute une notion de littératie parce que là, les gens disent « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire que je mets ça sur mon ordinateur, etc. » Donc, on a besoin d'avoir des discussions avec les décideurs publics. On a besoin de faire un bon enseignement au niveau des étudiants
et tout ça dans le but d'avoir une notion d'acceptabilité sociale. Le comité COVID-19 s'est intéressé donc justement aux applications de notification de contact, mais Lise, on n'a quand même pas chômé durant l'été. Tu peux peut-être faire rapidement le petit tour d'horizon de ce qui a été fait. Ouais, là, je vois plus la diapo, c'est normal. Je veux juste Je être pense qu'on sûre. est au temps des OK. questions, mais il y en a pas, donc je vous suggère OK. effectivement de... Peut-être très rapidement. Donc, vous avez ici la présentation des travaux du comité COVID. Il y en a une douzaine. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Vous en avez 3 au niveau des applications de notification de contact. Pour nous, notre approche a été centrée vraiment sur l'explication, c'est-à-dire expliquer des phénomènes complexes dont les composantes étaient interdisciplinaires, mais c'était aussi une approche centrée sur les résultats, c'est-à-dire qui visait à apporter des solutions à des problèmes et à présenter le tout auprès de décideurs publics. Outre le travail de l'interdisciplinarité, puis ça, c'est la prochaine diapo, peut-être, François, très rapidement, ça a donné lieu à une réflexion transdisciplinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la lumière de ces travaux-là, on a fait une réflexion sur les savoirs et les connaissances qui émergeaient. Donc, on a produit un document de synthèse parce qu'on voulait vraiment synthétiser ces connaissances-là apprises et en faire une véritable mobilisation pédagogique dans le cadre de ce comité-là. Donc, on a produit un article dans The Conversation et là, on a réalisé qu'on travaillait vraiment la transdisciplinarité parce que cette transdisciplinarité-là, ça a l'ambitieux objectif de rassembler les savoirs au-delà des disciplines. Alors, on s'est donné aussi ce défi-là. Ouais. Et puis, je peux peut-être rajouter, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tant que chercheur en intelligence artificielle, j'ai réalisé à certains moments que j'étais pas nécessairement d'accord avec les opinions des autres, que personnellement, je ne trouvais pas nécessairement une difficulté d'intégration de telle technologie ou telle autre. Et j'ai dû faire un certain travail je dirais, d'humilité, puis d'essayer de regarder justement pourquoi les gens pensent que pour tel type d'implantation de telle technologie, il y a tel type de problème, en quoi ça cause une difficulté, etc. Et ça fait en sorte que ça ouvre des directions que je dirais nouvelles, qu'on n'a pas nécessairement prévues quand on est un chercheur à l'intérieur d'une seule discipline. La notion de consensus, elle est très différente que celle qu'on a habituellement. Un consensus, quand on travaille, par exemple, en intelligence artificielle, il faut que l'algorithme soit fondé sur des bons principes d'optimisation mathématique, qui ait une capacité de montrer que statistiquement les choses fonctionnent, etc. Ici, le consensus, ce n'est pas que ça. François, okay, je m'excuse, je vais devoir vous couper parce que ça va couper automatiquement, mais merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment très intéressant. Puis j'espère qu'on pourra continuer la discussion. Ben, on est disponible au besoin. Les gens n'ont qu'à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. D'accord. Merci encore pour votre participation. Bonne journée à tous. Merci, Barbara. Merci, Lise. Merci, François.